Bonsoir la Honey Family, j'espère que vous allez bien et que vous êtes enfin pour cette dernière session de révision de la semaine. Donc du coup, pour la semaine prochaine, attention, il n'y aura pas de live lundi étant donné que c'est férié. Donc on se retrouvera mercredi et jeudi pour votre live. Voilà, je ne vous lâche pas, simplement c'est férié donc je ne travaille pas. Du coup, pour ce soir, on va faire une série thématique, enfin pas une série thématique, pardon, excusez-moi, une série tout simplement sur toutes les nouvelles questions au code qui sont arrivées sur votre site Ornicar. Donc voilà, on va regrouper plusieurs thématiques. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, on est là pour réviser tous ensemble. Il n'y a aucune question bête, donc vraiment, n'hésitez pas. Donc avant de commencer, on va voir du coup les petits points réglages. Donc point réglage, si jamais vous voyez flou, vous allez dans vos réglages vidéo et vous vous mettez en 720p. Et pour votre chat, toujours régler votre chat sur chat en direct. Avant de commencer aussi, j'aimerais bien vous donner ma petite technique pour le jour de l'examen. Attention, il faut bien lire au moins 2 fois votre question, bien faire attention aux termes employés, les je peux, je dois, augmenter, diminuer, s'il y a marqué de préférence ou non, d'accord? Donc faites bien attention à ça. Vous analysez également votre image de haut en bas et de gauche à droite, d'accord? Voilà la Honey Family. Est-ce que vous êtes prêts du coup pour la série de ce soir? Je vais me décaler un petit peu, hop. Ok, super. On passe à la série alors. Question 1. Mon passager me dit de dépasser le cycliste immédiatement. Je dépasse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Donc je répète la question. Mon passager me dit de dépasser le cycliste immédiatement. Je dépasse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Donc n'oubliez pas, toujours répondre A, B, C ou D ou jamais oui et non. D'accord? C'est tout simplement que ce soit plus facile pour moi de récolter vos résultats. Ok, la Honey Family, donc vous avez l'air d'être tous d'accord avec la réponse B. Donc je sélectionne la réponse B. Hop. Je valide. Yes, donc bravo, bonne réponse. Donc mon passager me dit de dépasser le cycliste immédiatement. Est-ce que je dois le dépasser? Non, je ne le dépasse pas. Alors, attention, il ne faut jamais se laisser influencer par nos passagers, d'accord? Nous sommes maîtres de notre véhicule, d'accord? Donc, dans cette situation, je ne dépasse pas à cause tout simplement du véhicule qui arrive en face et de la priorité à droite. Alors, le véhicule qui arrive en face, si jamais je dépasse mon cycliste, n'oubliez pas, pour dépasser un cycliste en agglomération, vous devez laisser 1 mètre de distance entre le cycliste et vous, d'accord? Donc du coup, vous allez devoir vous déporter sur la gauche et vous allez gêner la progression du véhicule qui arrive en face et vous risquez une collision, d'accord? Ensuite, deuxième point, on a parlé de la priorité à droite. Si vous analysiez bien votre image, après je sais que effectivement c'est un peu petit pour vous, mais si vous analysez bien votre image, au niveau du cycliste, vous voyez, il y a une intersection, d'accord? Donc à cette intersection, c'est une priorité à droite. Comment je sais que c'est une priorité à droite? Je le sais parce qu'il n'y a ni marquage au sol, ni panneau, d'accord? On n'oublie pas la règle. Donc la règle c'est, lorsque j'arrive sur une intersection, je regarde dans un premier temps au sol pour voir s'il y a un marquage au sol. S'il n'y a pas marquage au sol, je vais regarder dans un deuxième temps s'il y a un panneau. Et s'il n'y a ni marquage au sol, ni panneau, dans ce cas-là, c'est une priorité à droite, d'accord? Donc dans cette situation, je ne dépasse pas à cause du véhicule et de la priorité à droite. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Super, donc pas de questions là-dessus. On passe à la question 2. Question 2. Je roule à 110 km/h. La distance de sécurité avec le véhicule qui me précède est suffisante. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je roule à 110 km/h. La distance de sécurité et avec le véhicule qui me précède
est suffisante? Réponse A, oui. Réponse B, non. Maëlle, tu me demandes de revoir le schéma. Pas de souci, je te le remontre. Hop. Donc, on a dit, quand on arrive à une intersection, on regarde dans un premier temps s'il y a un marquage au sol. Et ensuite, s'il n'y en a pas, on va chercher s'il y a un panneau. Et s'il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est une priorité à droite. Si vous avez un marquage au sol ou un panneau, c'est que forcément, c'est vous qui êtes prioritaire. Alors, la Horny Family, pour cette question, vous me donnez la réponse B. Alors, je sélectionne votre réponse. On a dit B. Je valide. Yes! Bravo à tous ceux qui m'avaient donné la réponse B. Je roule à 110 km/h. La distance avec le véhicule qui me précède est suffisante. Réponse B, non. Alors, comment je sais si j'ai une bonne distance de sécurité à 110 km/h? Tout simplement, on va prendre notre point de repère. Le point de repère que vous devez prendre, c'est la bande d'arrêt d'urgence. D'accord? Donc, la bande d'arrêt d'urgence, c'est le marquage au sol que vous voyez complètement à droite. Ça, c'est la bande d'arrêt d'urgence, les grandes lignes blanches. Donc, à 110 km/h, il faut retenir que pour avoir une bonne distance de sécurité, vous devez du coup avoir une bande plus la moitié d'une autre bande pour avoir une bonne distance de sécu. D'accord? Là, pour le coup, on a une seule bande devant nous, donc ce n'est pas assez au niveau de la distance de sécurité quand vous roulez à 110 km/h. D'accord? Quand vous roulez à 130 km/h, là, c'est deux bandes de la bande d'arrêt d'urgence que vous devez laisser entre votre véhicule et le véhicule qui se trouve devant vous. Donc, on a dit une bande et demie à 110 km/h et à 130 km/h, deux bandes de la bande d'arrêt d'urgence. Eva, tu me dis, j'ai eu le code aujourd'hui 39/40. Je voulais te remercier avec tes sessions de révision qui m'ont beaucoup aidé. Bonne chance à tous les autres. Super Eva, et bah bravo, félicitations à toi. En plus 39/40, c'est vraiment très très bien. Je suis fière de toi. Et bonne continuation pour la suite. J'espère que tu vas avoir du coup ton permis du premier coup. Ah, j'ai Natacha qui nous dit aussi, bonsoir à tous, j'ai eu mon code avec 35/40. Bravo Natacha. Décidément, des bonnes nouvelles, ça fait plaisir. Alors, Andrea, tu me dis, est-ce qu'il y a une bande et demie là? Non, là, vous avez une seule bande devant vous. D'accord? Alors, attendez, si vous voulez, je vous fais un schéma. Mais là, devant vous, vous voyez une seule ligne. D'accord? Vous avez la voiture qui est au bout de la ligne. Mais c'est une seule ligne. D'accord? Alors que là, vous devez avoir, on a dit, une bande et demie. Donc, hop, clac, clac, clac. Là, ici, les grands marquages. Donc, du coup, on a dit pour la bande d'arrêt d'urgence, donc c'est ici. Vous voyez les grandes lignes que vous avez là. Et du coup, moi, mon véhicule, je dois laisser une bande plus la moitié d'une bande pour avoir la bonne distance de sécurité. D'accord? Donc, vous voyez, bon, d'ailleurs, mon schéma n'est pas super bien fait. Ma voiture, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus haute. Hop. Donc, voilà. Là, c'est mieux. Donc, on a dit une bande plus la moitié d'une bande lorsque je roule à 110 km/h. Ok? Et si c'est 130 km/h, dans ce cas-là, il faut laisser deux bandes entières. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là-dessus? Parfait. On passe à la question suivante. Question 3. J'ai une alcoolémie de 0,80 g par litre de sang. Je risque le risque d'accident mortel est multiplié. Réponse A par 14, réponse B par 10, réponse C par 2. Donc, j'ai une alcoolémie de 0,80 g par litre de sang. Le risque d'accident mortel est multiplié par 14, 10 ou 2. Quelle feuille? Parce qu'il y a Kimélia, tu me demandes de montrer ma feuille, mais c'était pas une feuille, c'était mon tableau. Donc c'est ça que tu voulais revoir?
Donc, on a dit c'est une bande et demie que vous devez laisser. Donc, à 110 km/h, je dois laisser du coup une bande et demie. Alors, la Horny Family, par contre, pour cette question, vous n'êtes pas tous d'accord. Vous me donnez soit la réponse A, soit la réponse B. Alors, il me semble voir plus de réponses A. Donc, je sélectionne votre réponse. On a dit A. On valide. Aïe, petite erreur. Donc, c'est la team B qui gagne. La team A, du coup, avait la mauvaise réponse, mais c'est pas grave. Donc, j'ai une alcoolémie de 0,80 g par litre de sang. Le risque d'accident mortel est du coup multiplié par 10. Donc, le fait d'avoir 0,80 g par litre de sang, ça équivaut environ à 4 verres en dose barre. Je vous rappelle que la dose barre, c'est 10 g d'alcool pur. Ok ? Donc, dans chaque verre que vous allez consommer dans un bar, vous allez avoir 10 g d'alcool pur. Pour arriver à une alcoolémie de 0,80 g par litre de sang, ça va vous donner donc environ 4 verres d'alcool. Donc, avec cette alcoolémie, du coup, les statistiques montrent que le risque d'accident est multiplié par 10. Je vous rappelle que circuler avec 0,80 g par litre de sang est un délit. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir moins 6 points sur votre permis de conduire, une amende qui peut aller jusqu'à 4 500 €, la rétention de votre permis de conduire, l'immobilisation de votre véhicule et éventuellement une suspension de permis entre 3 à 6 mois en fonction de la décision du préfet. Voilà. Donc, on a dit 6 points, 4 500 € d'amende, rétention de permis, immobilisation du véhicule, suspension du permis de conduire entre 3 à 6 mois. Quand on dit une rétention de permis, ça veut dire que à l'instant T, lorsqu'ils vous ont contrôlé que vous avez cette alcoolémie, ils vont vous prendre votre permis de conduire directement. D'accord ? Ils vous le prennent tout de suite jusqu'au jugement. Est-ce que tu peux réexpliquer les statistiques? J'ai pas compris du tout. En gros, si vous voulez, d'après les statistiques, quand vous roulez avec une alcoolémie de 0,80, donc on a dit 4 verres d'alcool, ça va nous donner, ça va augmenter, le risque d'accident mortel par 10. Mais ça, c'est les statistiques. Il n'y a pas de calcul à savoir ou quoi que ce soit. C'est simplement vous qui allez, comment ça s'appelle ? Qui devait apprendre par cœur, excusez-moi. Parce que je suis en train de lire vos questions en même temps et en même temps je veux vous répondre. Ça marche pas comme ça. Alors, est-ce que tu peux répéter le début? Donc je disais, à 0,80 g par litre de sang, ça équivaut à 4 verres d'alcool. 4 verres d'alcool que vous allez prendre dans un bar. Quand vous allez consommer de l'alcool dans un bar, chaque verre d'alcool, peu importe l'alcool que vous avez, ça va vous donner 10 g d'alcool pur par verre. Ok? Donc ces 10 g d'alcool pur, quand vous allez avoir bu 4 verres, ça va vous donner une alcoolémie d'à peu près 0,80 et du coup, ça va vous donner, vous allez être en délit si jamais vous prenez la route. C'est vraiment hyper dangereux, donc ne prenez surtout pas la route si vous avez bu de l'alcool, bien évidemment. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez besoin que je vous donne quand je vous rappelle, les limites? Donc, pour les jeunes conducteurs, c'est 0,20 g par litre de sang, la limitation pour les jeunes conducteurs. Donc, je vous rappelle, vous avez le droit à 0 verre. Vous avez le droit de consommer 0 verre, alors que pour les conducteurs confirmés, dans ce cas-là, c'est 0,50 g par litre de sang. Donc, ça, c'est pour les conducteurs confirmés. Les conducteurs novices, du coup, c'est 0,20. Alors, si 0,10 c'est 1 verre, 0,80 devrait faire 8 verres. Non, Caroline, attention à ne pas confondre grammes d'alcool pur et grammes dans le litre de sang, d'accord? Donc là, ça va être quand tu vas ingérer un verre de 0,10 g d'alcool pur, ça ne va pas te donner une alcoolémie de 0,80, d'accord? Ça ne te donne pas une alcoolémie de 0,10. Ça va te donner une alcoolémie de 0,20-25 à peu près. Un verre d'alcool, c'est entre 0,20 et 0,25 grammes par litre de sang pour un verre.
On a le droit de boire un verre d'alcool quand on conduit. Donc non Myriam, en jeune conducteur, vous avez le droit à 0 verre, alors que les conducteurs confirmés ont le droit à 2 verres. Alors Jean Milo, c'est quoi le maximum dans le sang qu'il faut avoir? Donc la limite à ne pas dépasser, c'est 0,50 g par litre de sang pour les conducteurs confirmés. Donc on a dit 2 verres. Et pour les conducteurs novices, dans ce cas-là, c'est 0,20 g, ça est égal à 0 verre. Ok, donc pas d'autres questions? Tout est ok là-dessus? Super, on passe à la question suivante. Question 4. Une discussion animée avec mon passager. Réponse A est sans influence sur ma conduite. Réponse B risque de me déconcentrer de la tâche de conduite. Mon passager me dit tu peux y aller, tu as le temps de passer. Réponse C, je lui fais confiance et je traverse l'intersection. Réponse D, je m'arrête. Alors, Mamie Jolie, tu me dis 2 verres, c'est l'équivalent de combien de grammes? Alors, si c'est grammes par litre de sang, du coup, ça va te donner 0,50 maximum. D'accord? Et comment ça s'appelle? Et si c'est par gramme pur, ça va être du coup 20 grammes. 20 grammes d'alcool pur pour 2 verres. Et dans ton sang, ça va donner donc 0,50 grammes maximum. Après, ça va dépendre. N'oubliez pas, ça varie en fonction de si c'est un homme, si c'est une femme. Donc voilà, ça va varier. Mais la règle générale, c'est ça. Alors, là, on y famille pour cette question. Vous me donnez la réponse B et D. Je sélectionne vos réponses. On a dit B, D, je valide. Yes, donc bravo, bonne réponse. Une discussion animée avec mon passager. Réponse B, risque de me déconcentrer de la tâche de conduite. Mon passager me dit, tu peux y aller, tu as le temps de passer. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Alors, même si mon passager donne son avis, je prends le temps d'analyser la situation pour agir correctement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez rester maître de votre véhicule. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le feu est orange. Lorsque un feu est orange, vous êtes obligé de vous arrêter. D'accord? Donc, on n'oublie pas, feu vert, on passe, orange, je m'arrête, et rouge, je m'arrête. D'accord? Donc, le feu orange ne veut pas dire j'accélère pour passer vite, ok? C'est l'inverse, vous devez obligatoirement vous arrêter, sauf si vous avez un véhicule qui vous colle à l'arrière, qui ne respecte pas ces distances de sécurité et que le fait de vous arrêter va créer un accident. Sinon, vous êtes dans l'obligation de vous arrêter à un feu orange. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, comme vous pouvez le voir, vous avez un véhicule qui arrive en face. Ce véhicule a mis son clignotant pour tourner sur votre droite, d'accord? Donc, qui est-ce qui va être prioritaire dans cette situation? Imaginons que mon feu est vert, que lui aussi son feu est vert. Qui est-ce qui va passer le premier? Moi, je continue ma trajectoire, je vais tout droit. Et bah, ça va être moi qui vais, du coup, être prioritaire par rapport au véhicule qui arrive en face. Pourquoi? Parce que le véhicule va devoir me couper la route pour pouvoir prendre cette rue. Donc, il va couper ma trajectoire, c'est ma voie, donc je suis prioritaire dedans. Ok? Donc, soit vous vous dites, lorsque le véhicule va tourner, il va se retrouver du coup à ma gauche, donc il va devoir respecter la règle de la priorité à droite, ou soit vous vous dites, ma technique c'est, il me coupe la route, donc du coup, c'est celui qui n'a pas la route, c'est moi qui suis prioritaire étant donné que c'est lui qui me coupe la route. Ok? Vous n'avez pas de questions là-dessus? Ok, bah décidément ce soir vous n'avez pas beaucoup de questions, tant mieux. On passe à la question suivante. Question 5. La voiture est stationnée. Réponse A, je m'arrête. Réponse B, je fais un appel lumineux. Réponse C, je klaxonne.
Alors du coup, j'ai Salah qui me dit si le feu avait été vert, c'est moi qui passe. Exactement, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous êtes prioritaire. Si le feu avait été vert, c'est vous qui passiez en premier. Si par rapport au feu orange, a-t-on une sanction ou pas? Oui, Anissa, si vous brûlez un feu, enfin si vous passez au feu orange, c'est pareil que si vous passiez au feu rouge, d'accord? Donc ça va être un retrait de 4 points sur votre permis et une amende de 135 €. Donc question 5, la voiture est stationnée. Réponse A, je m'arrête. Réponse B, je fais un appel lumineux. Réponse C, je klaxonne. Alors, vous me donnez tous la réponse A. Donc, je sélectionne votre réponse. On a dit A. Validé. Yes. Bravo. Bonne réponse. La voiture est stationnée. Réponse A. Je m'arrête. Alors, on analyse la situation. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'on a un véhicule qui est arrêté devant nous. Et on a un camion qui arrive dans le sens inverse. Étant donné que c'est moi qui ai l'obstacle, c'est à moi de m'arrêter. D'accord? Donc, lorsque vous avez des croisements comme ça qui sont impossibles et que ce n'est pas régulé par un panneau, vous devez vous dire, si j'ai l'obstacle, je m'arrête. D'accord? Là, dans cette situation, il n'est pas nécessaire de faire ni un appel lumineux, ni de klaxonner, car il n'y a pas tout simplement de danger imminent. La situation peut être réglée très facilement. Je m'arrête, il va pouvoir passer et ensuite, je pourrai du coup m'engager. Alors, Rachida, tu me dis, il est stationné, il n'a même pas mis les warnings. Mais s'il est stationné, il n'a pas le droit de mettre ses warnings. D'accord? Je vous rappelle que les warnings, vous devez les utiliser soit lors d'un accident, d'accord? Ou d'une panne, soit lors d'un fort ralentissement au niveau des bouchons. D'accord? Donc, s'il y a des bouchons, vous êtes le dernier membre de la file, vous devez utiliser les warnings. Sinon, les warnings ne sont pas à utiliser dans cette situation. Attention, c'est ce qui se passe beaucoup en circulation, c'est ce qu'on voit énormément sur la route. Les gens, quand ils sont arrêtés n'importe comment sur la route, mettent leur warning. Mais ça ne justifie en rien qu'ils soient arrêtés ou stationnés à cet endroit-là. D'ailleurs, ils n'ont même pas ni le droit de le faire, ni besoin de mettre leur warning. Les warnings ne sont pas faits pour ça. D'accord? Donc attention, Rachida, dans ces situations, il n'a absolument pas besoin de mettre ses warnings. C'est quoi les warnings? Les warnings, c'est les feux de détresse. Vous voyez, c'est quand les... En gros, c'est quand vos clignotants vont s'allumer simultanément. Donc, vous avez les clignotants qui vont s'allumer simultanément et qui vont avertir les autres usagers. Il y en a qui les utilisent pour remercier aussi. Oui, exactement, Mime. En circulation, ça, c'est des règles de politesse, c'est pas des règles du code de la route. Mais effectivement, lorsqu'on veut remercier un usager, on peut activer rapidement les feux de détresse et les retirer après. Mais vous pouvez également lui faire un signe de la main, ça marche tout aussi bien. Cassandra, est-ce que je dois rester derrière lui? Ouais, alors, vous ne vous mettez pas vraiment juste derrière la voiture, d'accord? Vous restez là où vous êtes, vous vous arrêtez où vous êtes, tout simplement pour avoir une bonne visibilité. Plus vous allez vous approcher de la voiture qui est stationnée, moins vous aurez de visibilité sur ce qui va arriver. Donc, je m'arrête plus loin de la voiture pour avoir une bonne visibilité. Léa, tu me dis, s'il n'y avait pas d'obstacle, ce serait à moi de passer, n'est-ce pas? Alors Léa, dans tous les cas, s'il n'y avait pas eu l'obstacle, les deux véhicules pourraient se croiser sans problème. Il aurait simplement fallu ralentir, mais vous n'aurez pas eu besoin de vous arrêter. Allez, on passe à la question suivante. Question 6. Je circule sur réponse A, une autoroute. Réponse B, une route nationale. Je reste sur cette voie. Réponse C, oui. Réponse D, non. Donc question 6, je circule sur réponse A, une autoroute. Réponse B, une route nationale. Je reste sur cette voie. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Alors, l'Harnie Family, pour cette question, vous me donnez la réponse A et C. Vous n'êtes pas tous d'accord. Je vois aussi des réponses B et C. Alors, on a dit la réponse A et C. Je valide. Yes, donc bravo à ceux qui m'avaient donné la réponse A et C. Je circule sur réponse A, une autoroute. Je reste sur cette voie, oui. Alors, comment je sais que je circule sur une autoroute? Tout simplement grâce à la couleur de mon panneau. Vous avez un panneau en face de vous qui est de la couleur bleue. Qui dit panneau bleu dit que je circule sur une autoroute, d'accord? Ça, c'est très facile. Retenez ça et vous ne tromperez plus jamais sur les routes. Donc, panneau bleu égale autoroute. Et il faut vous rappeler que tout simplement, en France, on circule toujours sur la voie la plus à droite. Donc, quand il y a plusieurs voies affectées à mon sens de circulation, je dois toujours circuler sur la voie la plus à droite. Donc, dans cette situation, je suis bien placée. D'ailleurs, je vous rappelle que sur autoroute, la voie du milieu ou la voie de gauche sont réservées uniquement au dépassement. Vous devez circuler toujours sur la voie à droite, sauf en cas d'embouteillage, bien évidemment, où là, vous avez le droit d'utiliser les 3 voies. Sinon, les 2 voies, celle du milieu et celle de gauche, sont faites uniquement pour les dépassements. Alors, c'est quoi la différence entre une route nationale et une autoroute? J'ai pas compris, me demande Audrey. Alors, Audrey, les autoroutes, tout simplement, tu vas avoir. Donc, déjà, il faut se rappeler que les autoroutes, ce sont des routes qui sont payantes. Donc, effectivement, il existe des portions qui ne sont pas payantes, mais sinon, les autoroutes sont payantes. La couleur des panneaux va être bleue et la limitation de vitesse sera de 130 km/h. Les routes nationales, elles, pour le coup, ça va être une limitation, limitation de vitesse donc plus basse. Ça va être 110 km/h. Tu n'auras pas les panneaux bleus dessus et ce sont des routes qui sont gratuites. Les panneaux seront verts ou blancs pour les routes nationales. Mamie Jolie, tu me dis Cassandra, 0,50 g par litre de sang, on est en infraction en étant un conducteur confirmé. Oui, c'est 0,49 la limite et à partir de 0,50, vous êtes en infraction. Donc quand on vous dit que 1 verre c'est égal à 0,25, c'est parce qu'on arrondit au-dessus, d'accord? Nous en sommes à la question 6, Diane. Mime, tu me dis, mais sur la photo, comment est-ce qu'on le reconnaît? Et bien sur la photo, là, vous reconnaissez qu'on est sur une autoroute parce qu'il y a un panneau bleu. C'est ça, la seule indication pour l'autoroute, là, c'est votre panneau bleu. Donc là, la voiture grise, effectivement, elle va sortir de l'autoroute, d'accord? Elle va emprunter la sortie, donc je la surveille d'un petit coin de l'œil au cas où elle décide de se rabattre au dernier moment. Mais en soi, la voiture grise n'est pas un problème pour moi. Allez, on passe à la question suivante. Question 7. Ah, la barre de séparation du milieu aussi, non? Alors, la barre de séparation du milieu, ça s'appelle un terre-plein central. Et malheureusement, c'est exactement la même chose que ça soit sur les routes à accès réglementé ou les autoroutes. C'est également séparé par un terre-plein central. Donc, ça ne va pas être ça qui va vous indiquer si vous circulez ou non sur une autoroute. Si on se trouve dans la voie la plus à droite, à quel moment il faut changer pour rester tout droit? Si on se trouve dans la voie la plus à droite, à quel moment il faut changer pour rester tout droit? Ah, tu parles quand tu étais sur la sortie, par exemple. Donc si on est au niveau de la sortie, vous n'êtes pas censé revenir sur la voie de droite. Hein. Vous devez rester sur votre sortie, vous ne devez pas vous rabattre. Si c'était ça la question. Si c'était pas ça, n'hésitez pas à me reposer la question. Ah ouais, là, on est aux familles, vous êtes au taquet. Hein. J'ai même pas posé la question, vous êtes déjà en train de répondre. Alors, question 7. En conduite, je dois être attentif en circulation. Réponse A, oui. Réponse B, non. À l'arrêt, réponse C, oui. Réponse D, non. Bon, ça, c'est facile quand même. Hein. Donc, vous me donnez tous la réponse A et C. Bien évidemment, la Harnie Family, vous êtes tous d'accord.
Hop, on sélectionne. Et oui, bonne réponse encore une fois. Donc, en conduite, je dois être attentif, que ce soit en circulation ou à l'arrêt. La conduite, ça exige une attention permanente. Chaque situation évolue très très vite. Les usagers autour de vous, la signalisation, toutes ces choses-là, ça évolue très très vite, d'accord? Donc, vous devez toujours être attentif. Même lorsque vous êtes à l'arrêt, par exemple, si vous êtes arrêté à un feu, il ne faut pas oublier, par exemple, de faire attention s'il y a des cyclistes, s'il y a des deux roues qui me dépassent. Voilà, il faut faire attention à tout ça, donc je reste toujours attentif. Ok, donc pas d'autres questions là-dessus. Normalement, ça c'était assez simple. En plus, vous avez eu tous la bonne réponse. Donc c'est parfait. Plus on anticipe, mieux on réagit. Exactement, Soupa. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, plus vous allez anticiper, mieux vous allez pouvoir réagir à toutes les situations. Donc, la conduite, de toute façon, c'est de l'anticipation. Alors, Cynthia, tu me dis, il est 18h30 et on est déjà à la question 7. Effectivement, ce soir, vous êtes au taquet. Donc, bravo. En même temps, c'est des questions qui sont un petit peu plus simples. Et en plus de ça, à force d'assister à mes lives, vous avez l'habitude, vous connaissez les réponses. Donc, c'est bien, c'est que ça rentre dans votre tête et que vous avez bien appris votre code. Donc, au final, c'est pas plus mal. Si on en avance, c'est pas grave. Ça vous laissera plus de temps à la fin pour pouvoir me poser toutes vos questions. Donc, c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Pour la question qui était avant, à ce niveau, est-ce que je peux dépasser si je me rends compte que je me suis trompée? Non. Au niveau où nous étions dans la question précédente, vous ne pouviez pas dépasser, vous deviez rester dans votre voie. Impossible de dépasser, que ce soit la voiture qui était au niveau de la sortie, elle ne pouvait pas se rabattre sur l'autoroute et vous ne pouvez pas non plus emprunter la sortie, car on arrivait quasiment au niveau du marquage blanc de la ligne blanche, donc c'était pas possible. Rachida, tu me dis ses bras sont tendus. Non, exactement. Sur l'image, très bonne réflexion. Rachida, sur l'image, effectivement, le conducteur est mal installé au poste de conduite étant donné qu'il a les bras qui sont beaucoup trop tendus. Allez, on passe à la question suivante. Question 8. Je mets le pied devant le frein. Réponse A, oui. Réponse B, non. Rocky, quelle est la règle? À partir de quel moment c'est trop tard pour emprunter la sortie? C'est en fonction du marquage au sol. Donc la sortie, tu es censé la prendre dès le début. D'accord? Maintenant, si tu es encore au niveau des pointillés et que tu ne gêneras pas la circulation, tu peux emprunter la sortie. Par contre, dès que le marquage au sol s'épaissit et devient donc un grand trait blanc, là pour le coup, tu ne peux plus emprunter la sortie d'autoroute. Donc question 8, je mets le pied devant le frein. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pareil, la Horny Family, vous êtes tous d'accord. J'avoue qu'aujourd'hui, je vous ai fait une série quand même qui était relativement facile. Donc, on sélectionne la réponse A. Je valide. Yes, donc bravo la Horny Family, bonne réponse. Je mets le pied devant le frein. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'aborde une intersection. Vous avez en fait devant vous des véhicules qui sont à l'arrêt. D'accord? En plus de ça, vous avez derrière vous un véhicule qui vous suit de très près. Si vous regardez votre rétro intérieur, vous voyez uniquement le pare-brise du véhicule. Donc, c'est qu'il est quand même très près de vous. Les véhicules qui sont devant nous, du coup... Excusez-moi, c'est parce que j'ai lu ce que vous écriviez dans le chat. Donc, dans cette situation-là, évidemment, je mets le pied au-dessus du frein, étant donné qu'il y a un ralentissement devant nous. On a le véhicule blanc qui est peut-être en train de manœuvrer. La situation est un peu compliquée. Donc, je ralentis, je me prépare à ralentir. Je mets mon pied devant le frein et si besoin, pour prévenir l'usager qui se trouve derrière moi,
je vais positionner mon pied sur la pédale de frein et appuyer vraiment légèrement, tout simplement pour que les feux de mon véhicule, les feux stop, s'allument et lui indiquent justement qu'il va falloir ralentir. D'accord ? Alors, pas d'autres questions là-dessus? Ok, super. On passe à la question suivante. Monette qui me dit bonsoir à tous. J'ai eu mon code. Merci beaucoup Cassandra pour les lives. Bravo Monette. Félicitations à toi et j'espère que du coup la conduite va bien se passer pour toi. J'aime... Ah, je suis désolée. Du coup, tu m'as demandé le ralentissement. C'est bien le panneau en haut à droite. Alors déjà, je me rappelle pas du panneau. Mais par contre, un ralentissement n'est pas indiqué par un panneau. Le panneau que tu as dû voir, c'est certainement que tu confonds avec le ralentisseur, le dos d'âne. Alors, question 9. Dans les deux situations, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis. Je cède le passage. Réponse C, à droite. Réponse D, à gauche. Ah, merci Léa, elle me dit que c'était apparemment une voie piéton qu'on a vue. Alors, je suis désolée, j'ai absolument pas regardé. Et puis, j'ai changé l'image et je peux pas revenir en arrière malheureusement. Donc, je peux pas vraiment répondre bien à cette question. Mais en tout cas, un panneau de ralentissement n'existe pas. Donc, question 9. Dans les deux situations, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis. Je cède le passage. Réponse C, à droite. Réponse D, à gauche. Alors, vous me donnez la réponse B et D en grande majorité. Donc, on sélectionne la réponse B, la réponse D. Je valide. Yes, bravo, bonne réponse. Donc, dans les deux situations, je ralentis et je cède du coup le passage à gauche. Alors, déjà, dans les deux situations, je rencontre un marquage au sol qui est une ligne discontinue. Donc, ce qui va correspondre à un céder le passage. Donc, obligatoirement, je vais devoir céder le passage à gauche vu que dans un giratoire, les véhicules arrivent de la gauche. Attention, faites bien la différence entre giratoire et comment ça s'appelle, et rond-point, d'accord? Donc, un giratoire, attendez, hop, excusez-moi. Donc, un giratoire, on a dit, ça va être avec le marquage au sol. Si vous avez un marquage au sol de céder le passage, c'est un carrefour à sens giratoire. Si vous n'en avez pas du tout, s'il n'y a pas de marquage, c'est un rond-point. Pourquoi? Parce que le sens giratoire, donc c'est celui qui circule sur l'anneau qui est prioritaire, d'accord? Donc celui qui va rentrer sur l'anneau va devoir s'arrêter, enfin va devoir céder le passage, d'accord? Alors que pour un rond-point, là c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est celui qui rentre sur l'anneau qui va être prioritaire. Celui qui circule dessus va devoir s'arrêter, comme par exemple le rond-point de l'étoile. Voilà. Rachida, tu me dis ça c'est un carrefour à sens giratoire. Exactement, ça c'est un carrefour à sens giratoire étant donné que vous avez le marquage au sol du céder le passage. Cassandra, le panneau de céder le passage, à quoi il ressemble? J'en ai pas là, mais c'est un triangle inversé rouge et blanc. Je vais te le dessiner vite fait. C'est le panneau du céder le passage. Hop, c'est ça. Un panneau céder le passage, ça ressemble à ça. Et il y a marqué du coup céder le passage dessus. Donc Stécie, tu me dis la différence entre un rond-point et un sens giratoire, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc un rond-point, c'est priorité à ceux qui rentrent sur l'anneau, alors que
un giratoire, c'est priorité à ceux qui circulent sur l'anneau. Tu peux me redire pour le carrefour à sens giratoire la définition? Il n'y a pas vraiment de définition. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un marquage au sol de céder le passage, vous devez vous arrêter et du coup, c'est les véhicules qui circulent sur l'anneau qui sont prioritaires. D'accord? Donc ça, c'est pour le giratoire. Alors que le rond-point, c'est ceux qui rentrent dans le rond-point qui sont prioritaires. En gros, le rond-point, ça ressemble à ça. Alors, il peut y avoir marquage au sol ou non. Mais en gros, vous voyez, là, les véhicules qui circulent sur l'anneau vont devoir s'arrêter pour laisser entrer ceux qui veulent s'insérer sur le rond-point. Damir, tu me dis pourquoi je cède le passage à gauche? Bah, tout simplement parce que dans un carrefour à sens giratoire, les véhicules arrivent uniquement de la gauche. Vu que c'est un rond comme ça, les voitures arrivent de la gauche. Donc forcément, vu que j'ai cédé le passage, je vais devoir céder le passage aux véhicules qui arrivent de la gauche. À droite, il n'y a personne. Ok, c'est parti. Dernière question. Question 10. Ce piéton discute avec le conducteur du véhicule à droite. Je m'arrête immédiatement. Réponse A, oui. Réponse B, non. J'avance lentement. Réponse C, oui. Réponse D, non. Noura, tu me dis les ronds-points sont que dans les grandes villes. Non, ça existe également dans les petites villes. Hein. Mais c'est juste qu'ils sont beaucoup plus rares que les carrefours à sens giratoire. Ce que vous voyez le plus souvent, ce sont des carrefours à sens giratoire. Valentine, tu me dis céder le passage, ça veut dire laisser passer. Exactement, céder le passage, ça veut dire que s'il y a un véhicule, tu vas devoir t'arrêter pour le laisser passer. S'il n'y a pas de véhicule, tu peux simplement ralentir pour pouvoir ensuite t'engager. Alors, Jean-Milo, tu me dis s'il y a deux voies, je m'insère. Si le véhicule arrive, est-ce que je peux m'insérer? Alors non, très très bonne question d'ailleurs. Et pour un carrefour à sens giratoire ou un rond-point, dans tous les cas, c'est la même chose. Pour pouvoir vous insérer, vous devez couper votre giratoire ou votre rond-point en 4. Alors attendez, je vous fais un magnifique petit schéma comme d'hab. Hop, hop. Donc voilà. En gros, toi, tu me dis, si jamais c'est un rond-point comme ceci et que là, il y a un véhicule ici, est-ce que moi, je peux m'insérer si je vais là? Non. Pourquoi? Vous devez toujours, pour vous insérer, couper votre rond-point comme ça en 4 et toute cette partie-là, vous ne pouvez pas vous insérer si il y a un véhicule présent dans cette zone-là. D'accord? S'il y a un véhicule présent ici, je ne m'insère pas. Sauf si il a une allure fortement réduite et que je suis sûre de ne pas gêner sa progression en m'insérant. Mais vous inquiétez pas, tout ça vous le verrez ensuite en conduite. Ok? Mais pour l'instant, retenez, je ne m'insère pas, je coupe en 4 et tout ce quart-là, je n'y vais pas s'il y a un véhicule. Alors, question 10. Ce piéton discute avec le conducteur du véhicule à droite. Je m'arrête immédiatement. Réponse A, oui. Réponse B, non. J'avance lentement. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, pour cette question, vous me donnez la réponse B et C. Je sélectionne B, C. Je valide. Yes, donc bravo pour la dernière question, vous avez les bonnes réponses. Donc ce piéton discute avec le conducteur du véhicule à droite, je m'arrête immédiatement, non. Est-ce que j'avance lentement? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je risque de ne pas voir un piéton qui traverse à cause du véhicule qui est sur la droite, le véhicule vert, et à cause du piéton. Donc, du coup, il y a un risque quand même que le piéton également se déplace sur la route. Donc, pour prévenir l'usager qui se trouve
derrière moi qu'il y a un danger, je vais faire ce qu'on appelle un appel de feu stop. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le fait d'appuyer légèrement sur votre pédale de frein, ça va faire que vos feux stop vont s'allumer et que du coup ça va prévenir l'usager de derrière vous qu'il y a un danger. Donc je préviens l'usager derrière et je ralentis, j'avance lentement pour m'assurer justement qu'aucun piéton ne surgisse derrière cette voiture-là. Voilà. Alors là, Orny Family, on va voir notre résultat. Une faute. Bravo, on a fait une seule faute ce soir. Donc très très bien, j'espère qu'à la maison c'est pareil. Donc je vois du 10 sur 10, 8 sur 10, 7 sur 10. Bravo la Orny Family. Du coup, j'espère que pour ceux qui ont fait des erreurs, j'espère que vous avez compris grâce à la correction. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à retourner sur votre cours pour réviser tout simplement et comprendre vos erreurs. D'ailleurs, petit conseil, quand vous faites vos séries et que vous faites des erreurs, moi c'est ma technique personnelle que je vous donne. Moi c'est ce que je faisais. Par exemple, je faisais une série. J'avais faux sur une question sur l'alcool. Et pendant ma série, en fait, je prenais un petit papier sur le côté, je notais sur quoi j'avais eu faux. Et à la fin, à la fin de ma série, j'allais voir donc les cours en rapport avec mes fautes. Et je me faisais par exemple une petite fiche de révision. Si c'était par exemple le thème l'alcool, je me faisais une petite fiche alcool et je marquais tous les points importants à retenir sur l'alcool. Et ensuite, comme ça, j'avais plus qu'à réviser mes petites fiches avant de dormir. N'oubliez pas, le fait de lire vos cours avant de dormir, ça vous permet en fait d'enregistrer les informations pendant votre sommeil. Donc ça peut vous aider. Essayez ma technique, on ne sait jamais. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant. Aujourd'hui, on a un peu plus de temps, on a 10 minutes, donc c'est cool. Vous allez pouvoir en profiter. Si vous avez des questions code qui n'ont rien à voir avec la série, il n'y a aucun problème. Si ça a à voir avec la série, vous pouvez aussi. Il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais passer le code. Comment je dois faire? Alors, Mohamed, pour pouvoir passer ton code, il suffit simplement que tu trouves un centre d'examen proche de chez toi. Donc, tu vas avoir soit la poste, les centres de contrôle technique, tu peux avoir les points codes. En tout cas, il se suffit soit depuis ton compte Ornicard, tu peux regarder directement les points codes qui sont à côté de chez toi, donc les centres d'examen qui sont proches de chez toi, ou alors tu peux regarder directement sur internet, c'est comme tu veux. Alors Noura, quand je préviens l'usager derrière moi, est-ce qu'il faut que j'allume les feux de détresse ou est-ce qu'il faut que ou alors les feux de frein suffisent? Alors ça s'appelle les feux stop et effectivement ça suffit, d'accord? Tu n'as pas besoin de mettre les feux de détresse. Je vous rappelle que les feux de détresse, on a dit tout à l'heure, vous devez les utiliser en cas de panne, d'accident ou de fort ralentissement. Là, vous informez simplement l'usager derrière vous qu'il y a un danger. C'est pour ça que le fait d'appuyer un petit peu sur vos feux stop va le prévenir et ça suffit largement, d'accord? Sophie, question pour les feux orange. Dans certains cas, ils disent de passer, dans un autre cas, non. Du coup, quelle est la règle car je suis perdue? Alors, Sophie, la règle est, le feu orange, vous devez obligatoirement vous arrêter. Sauf si vous avez un véhicule derrière qui vous colle. Si le véhicule derrière vous ne respecte pas ces distances de sécurité et que le fait de s'arrêter va créer un accident, dans ce cas-là, tu as le droit de passer. Sinon, tu es obligé de t'arrêter. Ou alors, par exemple, s'il y a un véhicule prioritaire derrière toi, là, pour le coup, tu as le droit de passer. Diouf, tu me dis, est-ce que 12 fautes sur 40, je peux quand même tenter de passer le code? Alors, moi, je te le déconseille. Après, l'avantage, c'est que maintenant, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Maintenant, moi, personnellement, je te le déconseillerais parce que le jour de l'examen, tu es censé faire moins de 5 fautes à ton examen, d'accord? Donc, pour pouvoir passer ton code, moi, je conseille à mes élèves de faire entre 5 et 7 fois d'affilée, moins de 5 fautes sur leur série d'entraînement, d'accord? Sur les séries d'entraînement de 40 questions ou alors sur les examens blancs. Alors, Lucie, tu me dis, j'ai le permis, j'ai peur de conduire. Quelle solution me conseilles-tu, Cassandra? Alors, Lucie, ce que je peux te conseiller, c'est de faire ce qu'on appelle du perfectionnement. Donc, en gros, si tu veux, tu fais des heures de conduite.
Si vraiment tu as très très peur et que tu as peur de prendre le véhicule seul, je ne sais pas si tu as le permis depuis longtemps ou si tu l'as pas depuis longtemps, mais en tout cas, ce que je peux te conseiller, c'est de faire, pourquoi pas, des heures de conduite avec un enseignant de la conduite, tout simplement pour te perfectionner. C'est ce qu'on appelle un perfectionnement. Moi, par exemple, j'ai eu pas mal de personnes quand j'étais en conduite qui avaient peur, par exemple, d'aller sur l'autoroute. La ville et tout ça, il n'y avait pas de souci, mais l'autoroute, ils avaient peur. Du coup, ils prenaient des heures de conduite avec moi, tout simplement pour que je les emmène sur l'autoroute et les retravailler avec moi. Donc là, c'est beaucoup plus cool parce qu'étant donné que tu as le permis, le but étant vraiment de te rassurer et de te conseiller sur ce que tu dois faire ou ne pas faire. Donc, si tu peux, essaye. Tac, tac, tac. Peux-tu, s'il te plaît, me donner la différence entre ABS, ESP, etc. me demande Caroline. Alors, Caroline, l'ABS, c'est un système anti-blocage des roues. Ça veut dire que lors d'un freinage d'urgence, quand tu vas freiner lors d'un freinage d'urgence, eh ben, ça va éviter aux roues de se bloquer. D'accord? Ça, c'est grâce à l'ABS, ça va empêcher tes roues de se bloquer. L'ESP, ça va t'empêcher de déraper dans un virage. Si tu arrives un peu trop vite, par exemple, dans un virage, que ton véhicule est sur le point de déraper, l'ESP va garder le contrôle. Et tac, 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 il reste quoi? L'ABS, l'AFU, lui, ça va être, il va venir agir en complément de l'ABS et il va renforcer ton freinage. Ensuite, effectivement, là, ça y va au niveau question. Alors, tout ce qui est question administratif, je suis désolée, je ne peux pas du tout vous répondre. Il faut envoyer un mail à notre support candidat, c'est hello@ornicar.com. Quelle est la différence entre le limiteur de vitesse et le régulateur de vitesse? Le limiteur de vitesse, il faut penser au panneau de limitation de vitesse. Ça veut dire que quand tu as un panneau de limitation de vitesse, par exemple, à 110 km/h, tu vas pouvoir rouler entre 0 et 110 km/h. D'accord? Donc, pareil pour le limiteur de vitesse. Lorsque tu vas le bloquer à une allure, donc par exemple à 110 km/h, tu vas pouvoir rouler entre 0 et 110. Alors que le régulateur de vitesse, lui, va réguler ta vitesse. Ça veut dire que si tu le règles à 110 km/h, tu vas pouvoir circuler uniquement à 110 km/h. Et la voiture va rouler toute seule à 110 km/h. Voilà. Sony Antoine, tu me dis, merci Cassandra, j'ai eu mon code aujourd'hui. Bravo à toi et bonne chance pour la conduite maintenant. Alors, c'est quand le prochain live? Le prochain live aura lieu mercredi. Lundi, c'est férié, donc on se retrouve mercredi. Vous pouvez également consulter la programmation des lives depuis votre compte Ornicar, d'accord? Donc, la semaine prochaine, ce sera des séries thématiques. Et de mémoire, il me semble que mercredi, on va faire la série thématique sur le conducteur. Alors, Cassandra, est-ce que tu pourrais faire un examen blanc en live dans les prochaines semaines? Alors, c'est pas que je veux pas, mais le problème, c'est que les examens blancs, c'est 40 questions. Donc, si je vous fais questions-réponses à chaque fois et que je vous apporte une correction, malheureusement, on va falloir qu'on reste 4 heures ensemble. Donc, c'est énorme. Donc, il faudrait que je vais essayer de trouver une solution parce qu'effectivement, vous êtes nombreux à me demander ça. Je vais essayer de trouver une solution. Soit on fait la série d'examens ensemble et du coup, il n'y a pas réellement de correction approfondie. Je sais pas trop. Faut que je fasse des essais. Je vous tiendrai au courant. Alors, Soraya, si on passe à un feu tricolore, qu'il passe au orange alors qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, doit-on passer? Alors, Soraya, si ça se passe, c'est que là, il va y avoir un problème d'anticipation, d'accord? La conduite, on l'a dit, plus on va anticiper les situations, mieux on va réagir. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est lorsque ton feu est vert depuis un certain moment, tu vas garder ton attention sur le feu, d'accord? Jusqu'à temps que tu le passes. Tout simplement, ça va te permettre de pouvoir agir et d'appuyer sur la pédale de frein et de t'arrêter à temps. Ok? Lise, tu me dis le live sur les panneaux. Le live sur les panneaux, tu peux le retrouver directement depuis ton compte Ornicar dans prochain live et replay. Tu vas dans replay et là, tu vas trouver donc le replay sur les cours sur les panneaux. Alors, Cassandra, pour les airbags, cela fonctionne avec des boutons dans toutes les voitures. Est-ce qu'il faut les activer aussi, peu importe le système? Tu peux répéter pour les passages à niveau. Alors, toi, tu avais deux questions en même temps. Alors,
Pour les airbags, ça fonctionne soit avec un bouton sur les voitures récentes, soit ça va fonctionner avec votre clé de voiture. Vous allez trouver donc du côté passager un petit embout, enfin un petit logo donc de l'airbag, et vous allez avoir un endroit pour pouvoir rentrer votre clé pour pouvoir activer ou désactiver l'airbag. D'accord ? Que veut dire frein de parquage, s'il te plaît? Alors, frein de parquage, Sydney, c'est le frein à main en gros. C'est le frein à main. Ok. Avec les panneaux de la route, j'ai du mal, j'ai beau réviser, j'ai toujours des fautes à cause du panneau de route. Alors Alice, je n'ai pas très bien compris ce que tu me disais. Alors j'ai compris qu'effectivement tu avais des soucis au niveau des panneaux. Mais est-ce que c'est les panneaux de signalisation ou est-ce que c'est les panneaux de direction qui te posent problème? Et est-ce que tu as été voir le live spécial sur les panneaux? Peut-être que ça peut t'aider. Alors, Jessica qui me dit pourquoi avec toi j'y arrive super bien et moi seule je fais 12 fautes et avec toi je fais 10 sur 10 ou 9 sur 10. As-tu un remède à me conseiller? Alors un remède, je ne sais pas. Alors pourquoi tu réussis mieux avec moi? Alors peut-être que c'est tout simplement l'effet de groupe aussi. Vu que vous êtes tous ensemble, qu'on se motive, etc., que les gens répondent, peut-être que ça t'aide aussi. Est-ce que les réponses des autres t'influencent sur tes réponses? Parce que si tu regardes les réponses des autres et que tu réponds comme eux, c'est peut-être aussi pour ça que tu réussis mieux. Après, peut-être que c'est tout simplement lorsque tu es tout seul, tu stresses beaucoup plus. Essaye ma technique de chaque faute que tu fais, tu l'écris et tu révises ensuite sur tes fautes uniquement. J'ai du mal avec le temps de réaction et la distance de sécurité. Alors, je vais vous donner ma technique. Donc, pour vous rappeler des calculs, vous avez le temps de réaction. Les 3 calculs que vous devez connaître, c'est le temps de réaction, la distance de sécurité et la distance d'arrêt. D'accord? Donc, moi, ma technique, c'est... Oula, c'est un peu trop zoomé. Donc, ma technique, c'est RSA 3, 6 lui-même. Pourquoi? Le temps de réaction, vous devez multiplier par 3. Donc, si vous roulez, par exemple, à 50 km/h, vous prenez le 5. Donc, vous prenez toujours la dizaine de la vitesse à laquelle vous circulez et vous le multipliez ensuite par 3. Ensuite, pour le S, c'est pour la distance de sécurité, vous prenez toujours le premier chiffre de l'allure de votre vitesse et vous le multipliez ensuite par 6. Je suis désolée, c'est orange, on ne voit pas super bien. Et pour la distance d'arrêt, vous allez le multiplier par lui-même, d'accord? Donc RSA 3, 6 lui-même. Ça va vous rappeler chaque calcul que vous devez connaître et avec quoi vous devez le calculer. D'accord? Donc, RSA 3, 6 lui-même. Et comme je vous disais, par exemple, pour la distance de sécurité, vous allez prendre le chiffre de la dizaine. Donc, on a dit 7. Par exemple, là, c'est 70. Donc, on prend 7 qu'on va multiplier par 6. Et ça va nous donner 42 mètres par seconde pour la distance de sécurité. Pour le temps de réaction, pareil. Donc, je prends le chiffre de la dizaine que je multiplie par 3. Ça va me donner, par exemple, à 50 km/h, 15 mètres par seconde. Et pour la distance d'arrêt, on a dit par lui-même. Donc, vous allez prendre à 50 km/h, 5 x 5, ça va nous donner 25 mètres pour notre distance d'arrêt. D'accord? Donc, RSA 3, 6 lui-même. Ok? Bon, la Orni Family, il est 19h. Je dois vous laisser. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'y répondrai dans les prochains jours, c'est promis. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous mercredi à 18h. Au revoir la Orni Family.